Bonjour et bienvenue dans cette masterclass dans laquelle je vais t'expliquer comment travailler moins mais mieux, sans sacrifier tes revenus ni décevoir tes clients. Je m'appelle Laure Daudier et je suis ton hôte aujourd'hui. Je suis la fondatrice de Maslow Boîte, l'entité par laquelle j'aide les indépendants, freelance et entrepreneurs à adopter le slowpreneuriat. Dans cette masterclass, je vais t'expliquer ce qu'est le slowpreneuriat et ce que ça permet, ce que ça n'est pas aussi, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues à ce sujet. Je vais t'expliquer comment c'est possible de réussir dans le monde d'aujourd'hui grâce au slowpreneuriat. Et enfin, je te donnerai 5 pistes d'action concrètes à mettre en œuvre pour commencer à travailler moins mais mieux, sans sacrifier tes revenus ni décevoir tes clients. Mais avant tout, on va commencer par une petite présentation. Comme je t'ai dit, je m'appelle Laure. À l'heure où j'enregistre cette masterclass en 2022, j'ai 36 ans. Et j'ai un parcours assez classique en tant que freelance de la personne qui a passé plusieurs années en salariat, en l'occurrence pour ma part en agence de communication, qui a été un petit peu pressée comme un citron, qui a tiré sur ses limites et à la limite du burn-out, j'ai vu ça comme un signe pour prendre mon envol et me mettre à mon compte. Comme beaucoup, je l'ai fait pour gagner en liberté dans mon emploi du temps, dans le temps de travail, mais aussi dans la manière de travailler, parce que c'était une des problématiques que j'avais en agence, c'était le fait de me voir imposer des méthodologies qui ne me convenaient pas. Je me suis mise à mon compte en 2017. Au départ, j'accompagnais des entreprises dans la refonte de leur site internet en tant que chef de projet externalisé et dans leur stratégie de communication. Aujourd'hui, mon activité a évolué, je donne des cours à des étudiants sur ces thématiques-là toujours et je développe Maslow Boîte. Je suis aussi toujours, c'est le dernier client que j'ai gardé côté stratégie de communication, le bras droit digital de mon compagnon qui est praticien en médecine traditionnelle chinoise et que j'aide ponctuellement sur toutes les problématiques de communication qu'il peut avoir, la mise à jour de son site internet, etc. Pour t'expliquer très rapidement là où je vais en venir, je vais te parler un petit peu de comment mon temps de travail et mes revenus ont évolué depuis que je suis salariée jusqu'à fin 2021. Quand j'étais salariée, je travaillais les bonnes semaines, environ 60 heures par semaine, parfois plus, pour un revenu net moyen de 1 800 € par mois environ. C'était un petit peu variable chaque mois, puisque j'avais un rôle de commercial, donc j'avais aussi un salaire qui était lié à des primes, mais en moyenne sur l'année, ça revenait à 1 800 € par mois. Quand je me suis mise à mon compte en début 2017, j'étais à 40 heures par semaine, donc j'avais déjà bien baissé, pour un revenu moyen de 1 600 € par mois sur cette année-là, sur cette première année. Donc oui, une petite baisse, ceci dit, franchement, on n'est pas sur quelque chose d'énorme dans la mesure où cette fois, j'allais chercher mes clients moi-même et puis j'avais quand même 20 heures de travail de moins par semaine. À cette période, au moment où je me suis lancée, je suis tombée enceinte aussi. Donc j'ai commencé à 40 heures par semaine, mais je savais bien que assez rapidement, une fois que j'aurais eu mon enfant, j'allais sans doute baisser un petit peu puisque j'ai fait le choix de ne pas travailler les soirs et les week-ends une fois que j'aurais eu mon fils. Et donc je savais déjà que j'allais devoir baisser un petit peu. Mais les premiers temps, voilà ce que ça donnait. 4 ans après, j'en suis là. En fin 2021, je travaille en moyenne 20 heures par semaine pour un revenu net moyen de 2 000 € par mois. J'en suis arrivée à un stade où par rapport à ma vie de salarié, je travaille littéralement 3 fois moins et je gagne un petit peu plus. Ça, c'est lié à plein de choses. Évidemment que c'est lié à mon business model, c'est lié à la manière dont je travaille, qui est adaptée à moi, à la manière dont je m'organise, mais c'est surtout une question de choix que j'ai fait, et ce choix, c'est celui du slowpreneuriat, et c'est ce dont je vais te parler dans cette masterclass. Alors, le slowpreneuriat, c'est quoi ? On pourrait résumer ça par entreprendre en travaillant moins mais mieux. Alors après, évidemment,
il y a des gens qui n'ont pas forcément envie ou besoin de travailler moins, qui veulent juste travailler mieux pour pouvoir optimiser le temps qu'ils passent au travail et avoir de meilleurs résultats, et c'est ok aussi. Comme tu peux avoir envie de travailler moins parce que tu as l'impression que tu travailles un peu trop aujourd'hui sans forcément avoir toujours les résultats qui vont en face. Et peut-être que tu te dis j'aimerais travailler moins mais j'ai pas envie par contre de baisser mes revenus ou peut-être qu'au contraire je voudrais les augmenter, et globalement le slowpreneuriat est une voie qui peut t'y emmener. Le slowpreneuriat il s'engage dans le grand mouvement du slow dont tu as sans doute déjà entendu parler, du slow living, de la slow fashion, de la slow food. C'est le moins mais mieux. Donc dans l'absolu c'est ça, mais on va creuser un petit peu pour voir ce que ça veut dire concrètement, parce que moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est théorique, inspiration, etc. Mais j'aime bien le concret quand même. Je trouve que ça aide beaucoup mieux à passer à l'action. Donc qu'est-ce qu'on va avoir dans ce moins mais mieux ? On va avoir déjà entreprendre en fonction de soi et pas en fonction d'un modèle idéal à suivre. Tu vois ce modèle de l'entrepreneur parfait, de ce profil type, je dirais un petit peu comme quand tu tapes entrepreneur sur une banque d'images et que tu vois un mec en costard ou une nana hyper classe, hyper fringuée et qui a l'air très sûre d'elle. Ça c'est un modèle que nous impose la société. C'est aussi celui de quelqu'un qui va accepter de sacrifier beaucoup de choses les premières années pour développer son business, qui va accepter de mettre son bien-être de côté, qui va faire le maximum, se donner à fond, être absolument passionné par ce qu'il fait et ne pas compter ses heures. Il y a des gens qui y arrivent comme ça et qui y arrivent très bien. Je veux dire, c'est pas en soi une mauvaise manière de faire, mais ce n'est pas une manière de faire qui convient à tout le monde, clairement pas. Et la première étape du slowpreneuriat, c'est d'apprendre à faire en fonction de qui tu es, en t'affranchissant d'un modèle idéal à suivre. C'est-à-dire que même s'il y a des gens que tu admires dans leur façon de travailler, et peut-être qu'ils sont slowpreneurs eux-mêmes, mais leur façon de faire, leur façon d'arriver à ça ne sera pas forcément la tienne. Le slowpreneuriat, c'est aussi entreprendre en écoutant ce que ton corps a à te dire. Je t'en reparlerai un petit peu plus tard, justement dans les 5 pistes à suivre, mais le slowpreneuriat, il y a vraiment cette dimension, on arrête d'ignorer son corps. On est aujourd'hui dans un monde où l'intellect est beaucoup plus valorisé que le corps. Alors bien sûr que le physique est valorisé, il faut que le physique soit beau, il faut qu'il soit en forme, etc., etc. C'est-à-dire toujours une question de performance. Mais c'est aussi associé à quelque chose d'assez superficiel physiquement, finalement. C'est-à-dire, on est sur comment tu te sens, comment tu transparais, comment tu es vis-à-vis des autres sur une question d'image. Mais comment tu te sens à l'intérieur de toi-même, quel que soit ton physique, ça c'est assez dévalué. On a cette tendance à penser que quand même, si jamais tu ne travailles pas, même si tu te sens mal, même si tu es fatigué, même si tu es malade, c'est que tu t'écoutes un peu trop. Le problème, et tu le verras tout à l'heure, c'est que le corps, il a vraiment son mot à dire, et quand il se fâche, c'est vraiment pas joli. Donc dans le slowpreneuriat, tu vas apprendre à reconnecter à ça et à faire fonctionner ensemble ton corps et ton mental. Et tu vas te rendre compte que, en fait, cette combinaison des deux, mais ça c'est super puissant et c'est ça qui va te donner des ailes et qui va te permettre de travailler mieux aussi. Et donc d'avoir de meilleurs résultats en étant plus en forme aussi, c'est pas négligeable. Enfin, le slowpreneuriat, c'est aussi entreprendre en visant une croissance douce et durable. Alors qu'est-ce que j'appelle la croissance douce ? C'est un peu l'opposé du modèle start-up. Dans le modèle start-up qui a pris beaucoup de place aujourd'hui dans le paysage entrepreneurial en tant que modèle, on va chercher une croissance très rapide, très impressionnante, à faire des grands chiffres en très peu de temps, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a la nécessité d'avoir des levées de fonds, etc. Et on va chercher à toucher de la masse. Ça fait beaucoup parler, ça fait le succès et ça fait briller les pays qui ont des belles startups. Mais ça biaise un petit peu l'image qu'on se fait de l'entrepreneuriat parce qu'aujourd'hui on a un peu l'impression que c'est le but absolu à atteindre
Et il y a des entrepreneurs, des freelances qui, quand au bout de leur première année, ils ont juste réussi à gagner de quoi payer leurs factures, qui ont l'impression d'être loin de la réussite. Alors qu'en fait, être capable, seul, sans une entreprise qui nous verse un salaire, de gagner de quoi payer ses factures, avoir un toit, manger, avoir quelques loisirs, c'est déjà génial. Et la croissance douce, c'est cette idée de, bien sûr que tu peux croître et développer ton entreprise, mais t'es pas obligé de le faire dans le rush. Tu peux le faire à ton rythme, tu peux le faire étape par étape. Tu as le droit de considérer que tu as réussi parce que déjà tu gagnes ta vie, et après seulement, si tu en as envie, de te dire « Ok, je vais continuer à me développer ». Et il y a cette notion de durabilité aussi, dans le sens où, en prenant le temps de faire bien les choses, de t'adapter à ce mode de travail en solo, en individuel, de bien connaître ta clientèle pour définir tes offres, d'apprendre à tisser une relation de confiance avec eux. Mais tout ça, ça va te stabiliser dans le temps vis-à-vis de tes cibles, de ta clientèle. Et puis toi aussi, c'est ce qui va te permettre de ne pas t'épuiser en chemin. Parce que si jamais tu pars à fond, que tu as de super résultats, mais qu'au bout des premières années, tu es complètement cramé, et que tu retournes dans les mêmes travers que tu as peut-être eu en salariat qui te mènent au burn-out, c'est un peu dommage. Donc, le slowprenariat, c'est aussi accepter que, bien sûr, tu vas te développer, mais c'est pas une course. T'es en course, t'es en compétition avec personne. Le but, c'est de le faire à ton rythme, dans l'objectif aussi de durer dans le temps. Alors, qu'est-ce que ça apporte concrètement, le slowprenariat ? Déjà, ça apporte beaucoup de sérénité. Ça apporte énormément de zen, de temps dans lequel tu peux respirer littéralement, où tu n'es pas tout le temps dans le stress. C'est un peu l'image qu'on se fait de l'entrepreneuriat parfois, t'es tout le temps dans le stress, t'es toujours sous tension, etc. Il peut y avoir des périodes plus chargées que d'autres, mais déjà tu les prends différemment parce que tu es globalement moins stressé. Ça apporte aussi une baisse, voire une disparition de la charge mentale professionnelle. Ça va dépendre après des tempéraments. Moi, je sais que c'est quelque chose qui a complètement disparu en ce qui me concerne. Je m'en suis rendu compte d'ailleurs en 2021 quand on m'a posé la question de comment je gérais ma charge mentale professionnelle, et je dis merde, en fait j'en ai plus du tout. Ça m'arrive de penser au boulot, mais ce n'est pas une charge. Ce n'est plus une pression. Donc après, encore une fois, ça dépend des tempéraments, et il y a des gens qui auront toujours un petit côté charge mentale, mais ça la baisse drastiquement. Et ça aussi, qu'est-ce que c'est apaisant. Ça apporte aussi du temps, parce que même si ton objectif c'est pas à la base de travailler forcément moins, tu vas te rendre compte en allant vers le slowprenariat qu'en travaillant mieux, en fait tu vas avoir des meilleurs résultats en faisant les choses de manière plus rapide, plus efficace, plus à l'essentiel. Donc du coup, tu vas gagner du temps. Donc à toi de voir ce que tu en fais de ce temps. Tu as le droit de l'utiliser pour travailler un petit peu plus sur d'autres choses, comme tu peux le garder pour toi, mais dans tous les cas, c'est gagner du temps sans culpabiliser. La culpabilité, c'est une émotion dont on se débarrasse quand on rentre de plus en plus dans le slowprenariat. Et ça aussi, c'est plutôt cool. C'est-à-dire que tu vas arrêter de te dire « je prends du temps pour moi, oh là là, mais du coup, pendant que je prends du temps pour moi, je suis pas là pour les autres, je suis pas là pour mes clients, etc. » Ça, c'est quelque chose dont tu vas te débarrasser. Et globalement, ça apporte du coup un cerveau disponible pour prendre de meilleures décisions pour ton business. En fait, ça renverse un peu ce cercle vicieux dans lequel on tombe quand on travaille trop. Quand on travaille trop, eh bien, on va être plus stressé, on va pas toujours prendre des bonnes décisions, on va avoir un travail qui, à terme, à cause de tout ça, va être de moindre qualité, on va peut-être prendre du retard, et souvent le réflexe qu'on va avoir quand on se sent sous tension comme ça, c'est de redoubler d'efforts et de travailler encore plus pour rattraper le retard, pour donner des résultats, etc. Et ça va augmenter le stress, ça va augmenter la fatigue,
qui va encore une fois altérer la qualité du travail, etc., etc. C'est un vrai cercle vicieux. Le slowpreneuriat, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que ça propose justement de commencer par ralentir, prendre du temps pour soi, arrêter cette espèce de course folle pour baisser son stress. Et en baissant son stress, son niveau de fatigue, alors évidemment on n'est pas obligé de le faire du jour au lendemain, ça peut être petit à petit, mais en renversant cette tendance, on commence à travailler plus sereinement, en ayant les idées plus claires. Et donc on va avoir un travail de meilleure qualité, et ce travail de meilleure qualité, il va donner plus de résultats, il va convaincre plus de gens, on va s'en retrouver beaucoup plus serein, et cette sérénité, cette satisfaction, ça va encore soulager notre stress, ça va libérer de la charge mentale, et on va toujours aller dans ce sens-là. Donc une des raisons aussi pour laquelle le slowpreneuriat, ça aide à travailler mieux, c'est qu'on a globalement l'espace mental pour bien travailler et pour prendre les bonnes décisions. Et ça, c'est plus difficile quand on est surchargé. Alors maintenant, qu'est-ce que le slowpreneuriat n'est pas ? Parce que c'est un terme qui n'est pas forcément très connu. Et quand on voit comment il est constitué, on voit slowpreneuriat, slow entrepreneuriat, on peut se faire quelques idées sur le sujet. Alors déjà, ce n'est pas travailler lentement, c'est travailler à son rythme. La notion de slow dans le mot slowpreneuriat, c'est le ralentissement en comparaison au rythme qu'il y a habituellement dans l'entrepreneuriat. Donc selon les gens, ça va dépendre. Et puis la lenteur dans le travail, c'est très relatif. Pour quelqu'un qui est habitué à travailler hyper rapidement, quelqu'un à côté de lui qui travaille à un rythme plus doux va paraître lent. Et comme cette personne qui travaille de manière plus douce, elle peut trouver quelqu'un qui travaille encore plus lentement qu'elle. C'est hyper relatif. Et peu importe en fait finalement. L'important c'est de respecter ses délais. Et puis il y a des gens qui ont besoin de plus de temps pour travailler, pour faire des choses de qualité et qui trouvent des clients pour ça, il n'y a pas de souci. Comme il y a des gens qui sont hyper rapides. Peu importe, on s'en fiche. Le slowpreneuriat, c'est d'abord travailler à son rythme, c'est-à-dire adopter un rythme de travail qui te convient à toi, qui te permet de faire de la qualité sans être sous pression. Et c'est encore une fois pas une course. Donc si jamais tu te disais que le slowpreneuriat c'est intéressant mais que tu n'as pas envie de te mettre à travailler mou, ne t'inquiète pas. Et en plus, non seulement c'est pas travailler mou, mais surtout ce n'est pas juste travailler moins, et il y a quand même pas mal de choses à faire évoluer dans sa manière de travailler pour justement travailler mieux, donc c'est pas non plus quelque chose qui se fait en claquant des doigts. Ce n'est pas non plus réservé aux prestataires de services, aux professionnels du bien-être ou aux indépendants engagés dans l'écologie. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup comme retour. Cette association entre le slow et tous ces métiers-là. J'ai aussi beaucoup de gens qui sont dans de l'artisanat ou du commerce et donc qui ont des processus de création ou des business models avec de l'achat-revente, etc. et qui ont l'impression que c'est du coup plus facile pour les prestataires de services qui ne vendent que leur temps. C'est juste des façons différentes de faire, mais en soi, non, c'est tout à fait accessible à tout le monde et dans tous les métiers, il y a toujours moyen de travailler moins mais mieux. Ça va pas être les mêmes manières de faire, évidemment, puisque ce sont pas les mêmes métiers. Ça va pas forcément être sur les mêmes choses, mais c'est complètement possible. C'est pas non plus réservé aux professionnels du bien-être, ni aux gens qui sont engagés dans l'écologie. Même si peut-être la dimension slow c'est quelque chose qui va les toucher d'autant plus. Moi aujourd'hui ma communauté je n'ai des personnes qui sont dans ces domaines-là, mais c'est absolument pas la majorité. Donc c'est ouvert à tout le monde, donc ne te dis pas le slowpreneuriat ça a l'air bien mais moi je suis dans un métier ou sous un modèle d'affaires qui fait que ce sera pas compatible. C'est, comme je te l'ai dit, c'est travailler à sa manière, c'est se faire un business sur mesure, donc c'est accessible pour tout le monde. Enfin, dernière idée reçue, ce n'est pas une recette miracle à mettre en place en seulement 2 semaines, bon tu t'en doutes.
Ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que le slowpreneuriat, c'est un peu vouloir le beurre et l'argent du beurre, c'est vrai, mais on fout la paix à la crémière. C'est-à-dire que oui, ça veut dire que tu peux arriver à travailler à un rythme beaucoup plus doux que ce que travaillent la plupart des gens, sans pour autant avoir une baisse de tes revenus. Tu peux même augmenter tes revenus en travaillant moins. Donc oui, ça fait un peu je veux le beurre et l'argent du beurre, mais ça vient pas tout seul. Ça vient pas tout seul, et il y a des choses à changer, comme je te disais, il y a des choses à trier, ça prend un peu de temps aussi d'introspection. Donc tout ça, ça fait que c'est pas du jour au lendemain que tu vas passer d'un modèle, je dirais, classique dans l'entrepreneuriat à un modèle slowpreneur. Mais ça se fait. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il y a des gens comme moi aujourd'hui qui vont t'aider à y accéder. Alors, je dirais pas rapidement forcément. Moi, les gens que j'accompagne, c'est un accompagnement qu'ils font qui dure plusieurs mois. Mais c'est déjà moins long que ce que j'ai fait. Moi, ça m'a pris 4 ans parce que j'étais toute seule. J'étais toute seule et assez isolée dans cette démarche. J'avais pas du tout de guide là-dessus. Mais si tu es prêt à te dire ok, allez, dans l'année, cette année, c'est mon année de transition, je vais vers le slowpreneuriat, et bien c'est tout à fait possible. Et ça, je te reparle à la fin de comment tu vas pouvoir faire avec moi. Alors, tout ça c'est très beau, mais tu te dis ok, mais concrètement, comment est-ce que c'est vraiment possible de réussir grâce au slowpreneuriat ? Comment il est possible de réduire son temps de travail et maintenir ses revenus, ne pas décevoir ses clients, voire avoir des clients qui sont encore plus contents ou des revenus qui sont encore plus élevés. Comment mathématiquement, limite, je te dirais, c'est possible ? Eh bien, en fait, c'est juste une question de paramètres. Je vais te faire une analogie que j'aime bien avec les moyens que tu pourrais avoir de faire un Paris-Bordeaux. Dans le monde d'entrepreneurial aujourd'hui, quand tu te mets à ton compte, c'est comme si tu disais « Bonjour, je voudrais aller de Paris à Bordeaux ». C'est l'objectif qu'a beaucoup de monde. On pourrait mettre en parallèle dans le monde entrepreneurial quelqu'un qui se lance et qui se dit « moi, je me mets à mon compte parce que j'aimerais bien gagner ma vie avec un projet qui me motive, un métier qui m'anime, etc. » C'est un peu l'objectif commun à tous les gens qui se mettent à leur compte. Ils ont un métier qu'ils aiment, ils ont envie de gagner leur vie avec. D'accord ? C'est l'objectif commun. Et puis après, évidemment, il y a différentes variations dans cet objectif. Mais si on fait ce parallèle avec les moyens de transport, imagine que tout le monde ait un objectif commun, celui d'aller de Paris à Bordeaux. Ce qui se passe dans le monde entrepreneurial d'aujourd'hui, c'est que quand tu te mets à ton compte et que tu recherches un petit peu comment faire, comment te développer, tu t'adresses peut-être à des structures d'accompagnement, etc., on te dit tout de suite, sans te poser plus de questions, alors si tu veux faire Paris-Bordeaux, tu as 2 solutions, soit l'avion, soit le train. C'est tout. Et il y a des gens à qui ça convient. Il y a des gens qui sont très contents de prendre l'avion, des gens qui sont très contents de prendre le train. En plus, on te dit que c'est quand même les moyens les plus rapides. On te met plein d'arguments et on t'explique surtout, aujourd'hui, de toute façon, les gens qui vont de Paris à Bordeaux, ils prennent l'avion ou ils prennent le train. C'est comme ça qu'on fait. Et d'ailleurs, on va même plus loin. On te dit, mais si tu ne prends pas l'avion ou le train, tu ne pourras pas aller de Paris à Bordeaux. Et c'est là que ça commence à déconner. Dans l'entrepreneuriat, pour clarifier, c'est là qu'on commence à te dire, pour te développer, il va falloir te faire connaître. Après, il y a énormément d'injonctions, je ne vais pas toutes les résumer, mais en gros, c'est il faut que tu fasses ton prévisionnel absolument pour montrer aux banques, même si tu es juste freelance. Il va falloir absolument te rendre visible sur les réseaux sociaux. Il faut absolument que tu ailles dans des soirées réseaux. Il faut absolument que tu aies une idée hyper précise de ton client idéal et que tu fasses une fiche persona hyper chiadée, hyper complète, etc. Enfin bon, tout plein de choses qu'on te dit sur comment atteindre ton objectif. Et ces modèles-là, ils ne correspondent malheureusement pas à tout le monde. Mais comme on te dit que c'est la seule façon de faire et que de toute façon tout le monde fait comme ça et que ceux qui réussissent font comme ça, on a tendance à tous suivre le mouvement. Quand ça te convient, c'est très bien. Quand t'es très content de prendre l'avion ou le train, c'est très bien. Mais déjà, regarde. Et si tu n'aimes pas prendre l'avion ?
Ah, toi, tu voudrais bien faire Paris-Bordeaux, mais tu détestes l'avion. Personne n'a pensé à ça. Mais on te dit, bah oui, peut-être que tu détestes l'avion, mais il va falloir te forcer, il va falloir faire un effort, parce que c'est comme ça qu'on y arrive. Bon, au pire, il te reste une autre alternative qui est le train. On te dit, ben, prends le train. En plus, le train, c'est le plus rapide. Ça t'amène en 2 heures du centre de Paris au centre de Bordeaux. Ok, pourquoi pas. Mais peut-être que toi, tu voulais pas spécialement mettre que 2 heures à faire Paris-Bordeaux. Peut-être que ton objectif, c'est pas la vitesse, c'est pas la rapidité. Et si, couplé à ton objectif de faire Paris-Bordeaux, il y avait aussi le fait de profiter du paysage, de visiter des choses en chemin. T'as le droit, en soi. L'objectif reste le même. Tu vas de Paris à Bordeaux, mais t'avais peut-être envie de faire Paris-Bordeaux en t'arrêtant dans des petites villes au passage. Et ça, personne n'en prend compte. Et quand tu en parles, on te dit « Ah non, non, non. Attends, si tu veux vraiment réussir à faire Paris-Bordeaux, si tu commences à t'arrêter à toutes les étapes, tu vas jamais y arriver. Prends le train. » Et puis peut-être encore que toi, ton objectif, c'est pas de faire Paris-Bordeaux juste pour le côté pratique parce que tu as besoin d'aller de l'un à l'autre. Peut-être que toi, tu voulais faire une performance sportive. Tu voulais te faire cette distance-là sur un moyen de transport, peut-être à pied ou à vélo. Et là, on te dit « Ah mais non, mais ça, c'est pas possible, tu y arriveras jamais. Pourquoi est-ce que tu irais faire ça? Tu vas te planter, ça va être super long. Et puis, tu vas pas y arriver. » Le seul moyen de faire Paris-Bordeaux, c'est le train ou l'avion, on te dit. Et là, si quand je te dis ça, ça te semble absurde, eh bien, dis-toi que c'est un peu ce qui se passe dans le monde entrepreneurial aujourd'hui. C'est-à-dire que on ne tient pas vraiment compte du chemin entrepreneurial que les gens ont envie d'avoir. Même si tout le monde a ce même objectif de gagner sa vie avec un métier qu'il aime, beaucoup, et la majorité des conseils que tu vas trouver vont t'expliquer la méthode pour y arriver, sans tenir compte de toi, de comment tu fonctionnes, de ce que tu as envie de vivre sur ce parcours-là, et de surtout les objectifs qu'il y a derrière l'objectif de juste gagner ta vie avec ça. Alors qu'en fait, tu as tout à fait la possibilité et le droit de vouloir te faire un Paris-Bordeaux à pied parce que tu as envie de te prendre des vacances sur lesquelles tu te fais un challenge sportif en prenant le temps, comme tu peux le faire en voiture, en passant par les petites routes de campagne, ou que tu peux le faire à vélo, ou peu importe en fait. C'est une question de paramètres. Sauf que si jamais tu ne définis pas tes paramètres au départ, tu ne vas jamais trouver les solutions qui vont te permettre d'atteindre ton objectif en tenant compte. Et le slowpreneuriat, pourquoi ça marche? Parce que tu vas définir tes paramètres. Et la question n'est pas de savoir si tu vas réussir. La question, c'est juste de savoir comment tu vas réussir avec ces paramètres. Donc même si ça peut paraître fou, par exemple, de se dire, ben moi, je veux développer un business freelance qui ne me prenne que 15 heures par semaine. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai que ces 15 heures par semaine à accorder à ça. Parce que tu as peut-être un autre boulot à côté, parce que tu as peut-être des enfants à gérer, ou peu importe en fait. Mais en fait, à partir du moment où tu vas poser ces paramètres-là, tu vas pouvoir te mettre en recherche de solutions pour développer ton business freelance rentable en 15 heures par semaine. Par contre, si jamais tu te dis « Ah bah non, si je suis pas à temps plein, j'y arriverai jamais » et que tu essayes de mettre en place les mêmes mécanismes, les mêmes solutions que si tu faisais ça à temps plein, ça ne fonctionnera pas. Et le slowpreneuriat, c'est vraiment ce côté sur mesure de définition de paramètres et d'aller rechercher les moyens en fonction de ça. Si tu ne poses pas ces paramètres, tu vas aller vers des moyens qui sont finalement pas adaptés aux objectifs que tu as toi. Comme par exemple, si tu as envie de faire un Bordeaux-Paris ou un Paris-Bordeaux pour la performance sportive, mais que tu ne le précises pas, forcément, tu vas te diriger et les gens vont te diriger vers le train ou l'avion. Parce qu'ils vont se dire, la raison la plus commune qu'on peut avoir de faire juste un Paris-Bordeaux, c'est pour aller d'un point à l'autre et on a envie que ça aille vite. Et tu as le droit de vouloir que ça soit différemment pour toi. Donc, pour réussir grâce au slowpreneuriat, tu vas te demander quels sont tes paramètres et trouver comment atteindre tes objectifs en fonction de ça. Alors concrètement,
Comment tu peux commencer ? Par quoi tu peux commencer pour te dire, ok, je mets un pied dans l'engrenage, un doigt dans l'engrenage plutôt, mais un pied, c'est bien aussi. Si je veux aller vers le slowpreneuriat, je commence par où ? Déjà, première chose à faire, indispensable, c'est prendre conscience de ton mode de fonctionnement et en faire un filtre de compréhension et de prise de décision. De compréhension pourquoi ? Pour comprendre pourquoi des fois il y a des méthodes qui ne te conviennent pas, pourquoi il y a des façons de faire qui ne te conviennent pas, pourquoi ça ne matche pas aussi avec certaines personnes, parce que tu vas te rendre compte que leur mode de fonctionnement est opposé au tien. Et puis un filtre de prise de décision pour justement choisir dans quelle direction tu pars, choisir tes moyens, choisir vraiment tous les moyens qui vont te mener à ton objectif, justement en fonction de tes critères dont je parlais juste avant. Pour prendre conscience de ton mode de fonctionnement, il y a plein de solutions, évidemment, tu peux te faire accompagner pour ça. On a tendance à croire à tort qu'on se connaît bien, parce qu'on se dit, après tout, je vis dans ma tête, tout le temps. Mais il y a beaucoup de choses dans notre mental qui sont assez biaisées par les injonctions, et on peut avoir l'impression qu'on fonctionne d'une certaine manière, et en fait, c'est pas notre manière naturelle. Moi, par exemple, quand j'étais en agence, j'ai énormément travaillé à l'inverse de ce que je suis naturellement, parce que j'étais tellement convaincue que de toute façon c'était comme ça qu'il fallait faire si on voulait réussir, que j'avais vraiment réussi à me transformer. Le résultat, c'est que ça m'a donc quasiment mené au burn-out, donc ce n'est pas une bonne stratégie. Et depuis que j'ai compris et accepté mon mode de fonctionnement naturel, ça va quand même beaucoup mieux, et je n'ai pas baissé en performance pour info, au contraire. Alors, moi je travaille avec 4 grands profils qui sont liés aux éléments, donc l'eau, le feu, la terre et l'air. Tu peux aussi aller rechercher des tests comme les profils disques par exemple, avec les couleurs qui sont assez similaires à ceux des éléments. Tu peux te faire accompagner par un coach pour aller explorer ça. Après il y a plein de tests et de grilles de lecture qui existent. Peu importe en fait. Moi je travaille avec les 4 éléments parce que je trouve que c'est très parlant par rapport au caractère. Je vais te les détailler juste après. Je trouve que c'est assez facile d'accès. Si jamais ça t'intéresse, je t'invite à aller sur mon site maslowboîte.com pour trouver un petit quiz pour t'aider et te guider là-dessus. Mais l'important, c'est vraiment d'être conscient de quel est ton fonctionnement naturel. Ça, c'est la première chose. Donc moi, là, les 4 grands profils, pour te les résumer rapidement, l'eau, on va être sur des personnes qui vont avoir besoin de prendre le temps de faire les choses, de suivre le mouvement, qui vont être assez sensibles à ce qu'elles vivent émotionnellement, qui vont être beaucoup dans le soin de leurs clients et pour qui la satisfaction client je dirais la satisfaction pas seulement au niveau du résultat mais aussi au niveau de la relation est particulièrement importante. Et puis ce sont aussi des gens qui vont physiquement fortement ressentir quand ça va pas et qui vont se retrouver vraiment en difficulté pour travailler. Le corps va assez facilement prendre le dessus, je dirais sur le mental, même si ça va générer souvent beaucoup de culpabilité. Le feu, c'est l'inverse. On va avoir des gens qui vont être extrêmement passionnés, qui vont aller vite, qui vont avoir cet attrait pour l'ultra-croissance, la performance, et qui vont être durs au mal, qui vont avoir du mal à s'arrêter parce que le mental va souvent prendre le dessus, et puis ils vont, même sans le faire exprès, pas trop faire attention aux signaux de leur corps. Et ce sont des gens qui vont souvent facilement embarquer les gens et qui ont beaucoup de pouvoir de leadership et d'inspiration. Le profil terre, on va être sur des gens très pragmatiques, très dans le concret, un peu plus introvertis souvent, qui vont adorer le détail, les chiffres. Moi je résume souvent le profil terre en disant que c'est les seules personnes qui vont lire absolument toutes les clauses de ton contrat avant de les signer. Et ce sont aussi des gens qui vont avoir une tendance au perfectionnisme qui peut les bloquer. Qui vont être des bourreaux de travail aussi souvent. Donc eux, ils vont ressentir que leur corps leur fait mal, mais ils vont avoir tendance à se dire c'est pas grave, je continue. Et puis le profil R, on va être sur des personnes curieuses, très à l'aise pour communiquer, pour parler, qui vont souvent parler beaucoup, qui vont avoir 1000 idées à la minute, qui vont pas toujours les concrétiser,
mais qui ont beaucoup de créativité aussi et cette facilité à inspirer les gens par la joie qu'ils incarnent. Et souvent, voilà, on a beaucoup de créatifs dans cette catégorie-là. Donc je les ai brossés les profils très très rapidement pour que tu vois un peu les différences. Encore une fois, je t'invite à aller voir sur mon site si tu veux en savoir plus. Ça, c'est la solution avec laquelle je travaille et je les intègre dans tous mes accompagnements, c'est-à-dire que dans mes différents programmes, je fais en sorte d'adapter les différents exercices aux différents profils quand c'est pertinent, puisque y a des façons de fonctionner, notamment en termes d'organisation, d'appréhension du travail qui sont très différentes et donc j'essaie d'en tenir compte au maximum. Donc première étape, apprendre à bien te connaître et l'accepter, parce que ce qui est important à comprendre, c'est qu'il n'y a aucun profil qui est meilleur qu'un autre. Ce sont des profils qui sont différents et qui vont travailler de manière différente, c'est-à-dire que tout modèle de business n'est pas adapté à tous les profils, mais il n'y a pas d'échelle de valeur à se mettre là-dessus. Tous les profils ont leur bon côté et leur côté moins joli. Et le but, c'est d'être sur quelque chose d'assez équilibré. Il y a beaucoup de profils qui sont hybrides aussi entre deux éléments, mais il n'y a pas du tout à se dire « Ah, moi, je trouve que ce serait mieux d'être sur un profil feu ». Pour information, le mode entrepreneurial aujourd'hui, c'est un espèce d'hybride entre le feu et la terre. Et donc, ça peut laisser penser, surtout quand on a de l'eau et de l'air, que on n'a pas le profil idéal pour être entrepreneur. C'est lié à ça. C'est juste lié au fait que ce qui est prôné aujourd'hui dans le monde entrepreneurial, c'est beaucoup plus des qualités qu'on va retrouver sur les profils feu et terre. Et du coup, ça laisse penser que c'est comme ça qu'il faut être. C'est faux. Et d'ailleurs, si ça peut te rassurer, moi dans ma clientèle, j'ai plus de 70% de profils O et R. Et ils y arrivent. Je veux dire, ça les empêche pas de se développer. Donc, comme quoi, il y a l'idée qu'on se fait, et il y a la réalité des choses. Et l'important, ça va être de modeler ton business en fonction de justement ton propre mode de fonctionnement. Deuxième chose que tu peux faire, c'est faire un petit switch. C'est-à-dire de modeler ton business à partir de tes objectifs de vie et pas de tes objectifs business, justement. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et là, je dirais, c'est tout le monde confondu, c'est pas forcément que dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va travailler et on va se dire « Ok, je vais essayer d'avoir un certain niveau de revenu et en fonction de ce que je vais gagner, je vais voir quelle vie je peux avoir avec. Je vais voir ce que ça peut me permettre de faire comme activité, je vais voir ce que ça me laisse comme temps disponible, etc. » Eh bien moi, je te propose de partir à l'inverse. C'est-à-dire, puisque tu as cette liberté en tant qu'indépendant de modeler ton business comme tu veux quand même, c'est une grosse liberté, c'est de partir de tes objectifs de vie. Tu as envie de vivre quoi au quotidien? Quel temps de travail, etc. Tu as envie de faire quoi à côté? Et là, en fait, c'est commencer à définir les critères, les paramètres dont je te parlais un petit peu plus haut avec mon analogie avec le Bordeaux-Paris. Tu poses tes paramètres. Tu as envie de vivre quoi? Et en fonction de ça, quel est le business, le format, le nombre de clients, le type de client, le type de prestation aussi, le rythme de travail qui va te permettre d'atteindre tout ça. Et je vais te proposer d'ailleurs donc quelques questions concrètes à te poser. Donc, première question, tu veux que ton quotidien il ressemble à quoi? Tu as envie de vivre quoi au quotidien? Tu peux être hyper pragmatique, ça peut être je voudrais ne plus travailler le matin, ou je voudrais débaucher plus tôt, ou je voudrais juste me sentir à l'aise dans ma façon de travailler, je voudrais avoir du temps pour mes enfants le soir. Peu importe, je donne quelques exemples, mais voilà, aujourd'hui tu dois décrire ton futur quotidien idéal, il ressemble à quoi? Sans te mettre le filtre de « Ah oui, mais c'est pas possible avec mon boulot actuellement ». On verra ça après. Demain, tu peux te dire par exemple dans 1 an, à quoi tu as envie qu'il ressemble ton quotidien. Du coup, tu peux te demander aussi, qu'est-ce que tu as envie de changer dans ton quotidien professionnel actuel? Est-ce que tout te convient? Est-ce qu'il n'y a pas des choses où des fois tu te dis « ça me gonfle un peu ». Identifie ces points-là, parce que tu as le droit de les changer. Mais si tu ne poses pas le doigt dessus, tu vas jamais rechercher de solution pour que ça change. Peut-être qu'il y a des choses qui pour le moment te semblent impossibles à changer, mais identifie-les et tu verras qu'il y a toujours des solutions.
Tu peux te demander aussi, du coup, quel serait ton temps de travail hebdomadaire idéal en moyenne, même si ça peut varier, hein. Moi, tu vois, je suis sur 20 heures par semaine, mais ça varie. Selon les semaines, par exemple, où je donne des cours et celles où j'en ai pas, je vais avoir des semaines à 35 heures, je vais en avoir à 15 heures, voilà, ça varie. Et une fois que tu t'es posé toutes ces questions-là, tu peux te demander, cette vie-là là, que j'aimerais vivre, ça coûte combien ? C'est-à-dire, au final, faire tes objectifs de chiffre d'affaires, non pas en fonction d'un chiffre d'affaires qui te semble correct pour te dire que tu as réussi parce que tu as vu à droite à gauche des gens qui gagnaient tant et tant et tant. Parce que tu as vu peut-être qu'aujourd'hui, pour être un bon entrepreneur, il faut viser les 6 chiffres. Combien ça coûte la vie que tu veux ? Peut-être que la vie que tu veux, elle coûte 5 000 € par mois, ou peut-être 10 000, parce que le quotidien qui te fait envie, il est coûteux, et t'as le droit. Et puis peut-être qu'en fait, le quotidien qui te fait envie, il coûte 1 500 € par mois, ou 2 000. Mais si tu n'as pas commencé par te demander la vie que tu avais envie de vivre, déjà ça te fait un sacré moteur en moins. C'est-à-dire que si tu cours juste après l'atteinte d'un chiffre d'affaires mais que tu sais pas trop ce que tu veux en faire, ou que tu dis je verrai après, c'est moins motivant que de te dire je veux gagner ça parce que j'ai un objectif très clair qui est celui-là. Et en plus, du coup ça fait perdre un petit peu de sens de mettre juste un objectif business qui va être lié à l'image que tu voudrais rendre peut-être à l'extérieur, mais tu sais, l'image qu'on veut rendre à l'extérieur, c'est assez éphémère. Par contre, l'image qu'on se renvoie, c'est beaucoup plus durable. Donc, pose-toi ces questions-là. Comment est-ce que tu peux modeler, du coup, ton business en fonction de tes objectifs de vie ? Troisième chose que tu peux faire, c'est repérer les signaux subtils de ton corps. Je t'en parlais en introduction. Sache que ton corps, c'est le boss final. Ton mental, il peut être très fort. Et je vais t'expliquer juste après comment tu vas pouvoir utiliser cette force à bon escient. Mais ton corps, même si on l'écoute pas, même si tu lui dis qu'il peut attendre, c'est le boss de fin. C'est lui qui fait plonger les gens dans le burn-out. Un burn-out, c'est ça, hein. C'est un corps et un mental qui sont tellement épuisés qu'à un moment donné, le corps il dit stop, il coupe tout, il laisse plus le choix. Et ça n'arrive, on a parfois l'impression que ça arrive, il y a des gens qui tombent dans ce genre de travers. Alors je dis burn-out, mais parfois aussi c'est des maladies ou des choses comme ça. Et on a l'impression que ça arrive sans prévenir. Mais c'est jamais vrai. Le corps, il prévient toujours. Et il commence par prévenir hyper subtilement. Il va commencer par prévenir avec un peu de fatigue, avec des problèmes digestifs. Et oui, tout à fait. Les problèmes digestifs, c'est un signe que ça ne va pas. Et c'est pas forcément parce que tu as mangé quelque chose qui coince, hein. C'est une petite alerte du corps qui a l'air banale comme ça, mais c'est un très bon signal. Ça va être un petit peu de stress que tu vas ressentir, ça va être un petit peu plus de mal à te concentrer, ça va être des petites choses au-dessus desquelles on arrive à passer facilement. Mais c'est juste des premiers avertissements. Et en général, on a cette tendance à attendre que vraiment ça aille mal avant de se préoccuper de quelque chose. Et pire que ça, quand on est à son compte, on se sent une telle responsabilité vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses objectifs aussi, vis-à-vis de soi-même, qu'on ne s'autorise pas vraiment à écouter son corps. Et on aurait tendance à se dire, je peux pas me permettre de m'écouter là. Je peux pas me permettre de faire passer mon bien-être avant le travail que j'ai à faire. Et ça, c'est une grossière erreur. Parce que petit à petit, ça s'accumule. On se dit toujours qu'on verra après. Et le retour de bâton, il pique sa race. Crois-moi. Alors ça aussi, ça s'apprend. On le fait petit à petit. On change peut-être pas tout du jour au lendemain. On apprend à écouter et petit à petit, on met des choses en place. Et on se rend compte, tu verras, que on a vraiment à y gagner. Moi, une des meilleures choses que je me suis mise à faire, c'est tout bête, hein, mais c'est de faire une sieste en début d'après-midi quand je sens que j'en ai besoin. Et pendant longtemps, je me disais, mais non, mais là, il faut que je bosse, là, j'ai du boulot cet après-midi, je peux pas me permettre une sieste.
Maintenant, je lutte plus. Quand je sens que je suis fatiguée après le repas, je prends 30 minutes, je dors pendant 30 minutes. Alors, je dors pas hyper profondément, mais après, je suis tellement plus productive. Et au final, j'ai pas du tout perdu de temps. Pas du tout. Parce que je suis beaucoup plus performante que si j'avais lutté. Donc, petit à petit, en apprenant à repérer les signaux, même subtils de ton corps, et en les écoutant et vraiment en te mettant à l'action en disant « Ok, ça va pas, je vais faire quelque chose pour que ça aille mieux », ça va changer beaucoup de choses. Et donc, c'est là que tu peux utiliser ton mental à bon escient. C'est-à-dire que plutôt que d'utiliser ton mental pour contrer ce que te dit ton corps, utilise-le pour trouver des solutions à ce temps que tu as l'impression de perdre en écoutant ton corps, ce qui n'est pas le cas, mais tu peux avoir cette impression-là. Utilise ton mental pour trouver des solutions alternatives. Utilise-le pour continuer à croire en toi, en tes capacités, et à continuer à te libérer de des injonctions qu'on peut te mettre. Ton mental, il peut être très fort. Et il ne faut pas croire que écouter son corps, c'est avoir un mental qui est faible. Au contraire, dans la société d'aujourd'hui, en plus, il faut un sacré mental pour résister à tout ça et à toutes ces idées-là. Donc, plutôt que d'utiliser ton mental contre toi, utilise-le pour collaborer avec ton corps et tu verras que, franchement, tu vas forcément en sortir grandi et gagnant ou gagnante. Quatrième chose que tu peux faire, c'est apprendre à simplifier et aller à l'essentiel. Alors moi, l'essentialisme, ça a été ce qui m'a fait gagner le plus de temps et d'efficacité ces dernières années. C'est un pilier hyper important de l'entrepreneuriat. Et franchement, pareil, qu'est-ce que ça enlève comme pollution et qu'est-ce que ça fait gagner en sérénité. Je me suis rendu compte, quand je me suis mise à mon compte déjà, que en travaillant à ma manière, sur des tâches qui étaient les mêmes que ce que je faisais en agence, mais j'avais enlevé plein de choses qui me servaient à rien et qui en fait me donnaient pas plus de résultats. Un des exemples que je donne souvent, c'est les devis que je faisais pour mes clients. Quand j'étais en agence, à chaque fois qu'un client nous demandait un devis, on allait rentrer le profil du nouveau prospect dans notre logiciel, dans notre CRM, avec toutes les infos que ça demande. On faisait le devis, on l'imprimait, on le sortait en PDF, on l'imprimait aussi pour nos fichiers, on l'envoyait au client, on joignait à ça une proposition ultra personnalisée, etc. Bon, c'était l'essentiel de mon boulot, honnêtement, à cette période-là. Mais ça prenait un temps fou. Et quand je me suis mise à mon compte au départ, j'ai commencé à faire pareil en fait, en me disant non, c'est hyper important pour le client d'avoir un document en bonne et due forme, d'avoir un truc hyper personnalisé, etc., etc. Et puis au bout d'un moment, je me suis quand même dit, parce que quand j'étais à mon compte, j'avais plus de salaire qui tombait, donc tout ce temps de commercial que je passais, il n'était pas rentabilisé tant que je signais pas. Et même si j'avais un bon taux de transformation, n'empêche qu'il y avait quand même, j'étais environ à 40% de taux de transformation, donc 60% du temps, je faisais tout ce travail pour rien. Et puis j'ai commencé à me dire, ça me prend du temps quand même tout ça, et ça transforme pas. Et donc j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule et de simplifier. C'est-à-dire que déjà, quand j'avais une demande de devis sur une nouvelle personne, je ne faisais pas tout de suite un devis en bonne et due forme qui m'obligeait à remplir tout plein de choses dans un logiciel. Je faisais mon rendez-vous commercial et puis j'envoyais suite à ça un mail très détaillé et très structuré à la personne en disant voilà, en fait je lui faisais un peu le devis dans le mail en expliquant aussi 2-3 choses qui seraient en rapport avec notre façon de travailler et personnalisée, et je joignais une présentation de mon travail qui était la même pour tout le monde. C'était aussi une volonté de ma part d'aller travailler avec des gens qui acceptaient ce mode de fonctionnement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui ont ce besoin d'ultra personnalisation dès la relation commerciale pour signer, mais c'est pas forcément les gens avec qui j'avais envie de travailler. Parce que la personnalisation, je la mets, mais pour moi, à mon sens, c'est aussi quelque chose que je réserve à mes clients. Donc j'en mettais un petit peu dans le corps du mail, évidemment, j'adaptais les choses, déjà le devis était sur mesure, je précisais des choses dans le mail par rapport au client, mais me faire toute une présentation sur un PowerPoint personnalisé à la personne, ça c'est quelque chose que je ne voulais plus faire parce que pour moi, c'était quelque chose que je réservais aux gens à qui je travaillais. Et donc, j'ai commencé à travailler comme ça, ce qui m'a fait gagner énormément de temps. Et tu sais quoi ? Ça n'a absolument pas changé mon taux de transformation.
Par contre, moi, ça m'a fait gagner beaucoup de temps. C'est juste un exemple que je te donne, mais tu peux faire ça sur énormément de choses. Tu peux te poser plusieurs questions par rapport à ça. Déjà, est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de dire en quoi chacune de tes tâches te rapproche de tes objectifs ? Est-ce qu'il n'y a pas des tâches que tu fais un peu par principe, par habitude, ou parce qu'on t'a dit qu'il fallait le faire, mais au final, quand tu y réfléchis, tu n'as pas vraiment d'idée de ce que ça te rapporte. Tu peux te demander aussi si les méthodes que tu emploies sont les plus faciles pour toi. Et donc là, tu peux te rapprocher de ton mode de fonctionnement. Peut-être que ça te donne du résultat, mais à quel coût ? Est-ce qu'il n'y a pas des méthodologies qui seraient plus faciles pour toi et qui donneraient le même résultat ? Est-ce que dans tes tâches, le process de tes tâches, tout est vraiment utile ? Donc là, c'est un exemple que je t'ai donné avec mes devis. Évidemment que faire des devis, c'est utile. Mais dans ta façon de le faire, est-ce que tout est vraiment utile et adapté aux clients que tu vises ? Et puis, une autre question que tu peux te poser pour t'aider, c'est si soudainement tu avais 2 fois moins de temps pour faire chaque tâche, tu ferais quoi ? Parce que là, quand tu réduis le temps, tu es obligé de te dire « Ok, je vais à l'essentiel ». Donc si jamais tu ne sais pas, tu peux te dire « Je garderais quoi de ces tâches si j'avais 2 fois moins de temps pour les faire ?» 5e action, comment tu peux poser tes limites auprès de tes clients pour les faire respecter ? Une grande crainte qu'il y a vis-à-vis du slowpreneuriat, notamment pour ceux qui sont déjà lancés et qui du coup savent que dans cette démarche ils vont devoir changer des choses, il y a cette crainte de décevoir les gens, peut-être de paraître moins réactif, d'être jugé par rapport à cette façon de travailler. Le sujet est large, mais le message que je veux te faire passer aujourd'hui, c'est que très souvent, il suffit de poser ses limites. Regarde, par exemple, je suis sûre qu'il y a des magasins ou des boutiques dans lesquelles tu aimes aller. Et ces boutiques sont fermées le dimanche, voire le lundi. Est-ce que tu t'offusques que ces boutiques soient fermées le dimanche ou le lundi ? Je pense pas. Tu te dis certainement, c'est normal, il faut bien qu'ils aient un jour ou deux de fermeture dans la semaine, c'est logique. Tu remets pas ça en question. En fait, avec tes clients, c'est exactement la même chose. Poser tes limites, ça te permet de les faire respecter. Et je parle de poser des limites et non pas de justifier, s'expliquer, etc. C'est juste dire, voilà comment ça se passe avec moi. Donc, par exemple, tu peux commencer par respecter les horaires de disponibilité que tu annonces. Donc déjà, ça veut dire annoncer des horaires de disponibilité. Des horaires de disponibilité, ce n'est pas la même chose que des horaires de travail. C'est-à-dire que tu peux avoir une plage horaire de travail qui va de telle heure à telle heure dans la journée, mais être disponible pour les contacts avec tes clients que sur certaines heures. Donc déjà, il faut les annoncer. Ça peut être dans ta signature mail, ça peut être sur ton site, ça peut être sur tes devis, ça peut être dans la discussion quand tu rencontres un nouveau client. Mais déjà, il faut les annoncer et juste lui dire « Je suis joignable de telle heure, tel jour à tel jour. » Point. Et les respecter. C'est-à-dire que si tu dis à un client « Moi, je suis joignable du lundi au vendredi de 9h à 18h », mais que tu réponds à ses mails à 22h du soir, t'auras eu beau dire ce que tu veux. Les actes passent largement au-dessus des paroles, même des écrits. Ce que va comprendre ton client, c'est que en fait, tu es aussi disponible le soir. Et donc, il est en droit de s'attendre à ce que tu sois réactif le soir, le week-end, etc. Donc, annoncer les choses et les respecter, tu vas voir que ça se passe très bien. C'est aussi oser exprimer les besoins à ton client pour qu'un projet ou que la relation que vous avez ensemble se déroule bien. Ça, c'est quelque chose qui est souvent minimisé. Mais en fait, juste dire, voilà, moi, pour bien faire mon travail, j'ai besoin de ça, c'est quelque chose qu'on a le droit de dire à ses clients. Parce que ton client va jamais hésiter à te donner ses besoins, mais c'est une relation des deux côtés. Je vais te donner un exemple qui n'est pas du tout sur du freelancing, mais que je trouve très parlant. Dans les laboratoires d'analyse, je suis sûre que ces derniers temps, tu as dû y faire un tour pour un petit test ou quelque chose comme ça. Très souvent, dans les laboratoires d'analyse, il y a des affiches qui expliquent qu'ils attendent de la courtoisie.
parce qu'ils savent très bien que, surtout quand c'est pas avec rendez-vous, les gens attendent, etc. Juste, ils demandent aux gens d'être courtois. C'est tout bête, c'est juste une affiche. Mais du coup, les gens qui pourraient être un peu saoulés par l'attente, etc., ils voient ça, et du coup, ils font gaffe. C'est juste une affiche. Ils se justifient pas, ils disent rien. Ils disent juste « merci de rester courtois ». Eh bien toi tu peux faire exactement la même chose avec tes clients. Alors ça peut être sur des choses assez simples comme dire moi j'ai besoin pour démarrer le projet de tels éléments, des choses assez factuelles. Et ça peut être aussi j'ai bien pris en compte votre demande, je vais prendre tant de jours pour vous faire la proposition commerciale qui va avec, de manière à prendre le temps de me poser dessus. Et n'importe quel besoin, donc ils sont vraiment des besoins que tu sais essentiels pour faire du travail de qualité. Et il suffit de les nommer en fait. C'est-à-dire que bien souvent on a peur de nommer ses besoins en se disant non, c'est moi qui prends les besoins du client, moi je suis le prestataire ou je suis le commerçant ou le créateur. Et on a cette impression de devoir quelque chose au client, mais n'oublie pas qu'en tant qu'indépendant, ton client est ton égal. Et c'est une relation d'égal à égal. Et oui, bien sûr que toi tu as besoin qu'il exprime ses besoins, mais tu as aussi besoin de certaines choses pour que tout se passe bien. Et tu vas te rendre compte qu'en les 10 ans, pour la très très grande majorité des gens, ça va leur convenir. Ils vont même pas remettre en question. Alors que si jamais tu ne les dis pas, ils vont faire comme eux interprètent les choses. Et quand bien même tu exprimerais des besoins qui ne conviennent pas à une personne en face de toi, eh bien si jamais tes besoins ne sont pas en adéquation avec sa manière de fonctionner, c'est tout simplement quelqu'un qui n'est pas dans ta cible. Donc c'est un bon moyen de trier aussi d'une certaine manière. Rappelle-toi aussi que pour mieux servir les autres, il faut d'abord que tu te sentes bien. C'est quelque chose qu'on dit beaucoup, qui n'est pas forcément toujours évident à appliquer, mais c'est une vérité. C'est-à-dire que si tu vas continuellement toujours dans le sens de l'autre et que tu te rends compte que c'est au détriment, toi, de ton bien-être, que ça soit dans l'aisance que tu as dans le projet, que ce soit sur ta santé ou ton bien-être moral, au bout d'un moment, tu vas avoir du mal à faire de la qualité et ça va se ressentir. Donc il faut t'entretenir à ce niveau-là. Et puis, comme je viens de le dire un petit peu, plus tu vas être dans la transparence sur ta manière de travailler, et plus les gens qui vont venir vers toi sont des gens qui vont y adhérer. Donc, de dire tes limites, de dire comment tu fonctionnes, d'oser exprimer ça. Ce qui pourrait passer au départ comme quelque chose qui va être un frein pour certaines personnes, et ça peut être un frein pour certaines personnes, ça va surtout être un filtre pour toi, et tu vas te rendre compte qu'au contraire, ça va attirer certaines personnes. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui seraient jamais venus vers toi parce que justement, ils vont te confondre un petit peu dans la masse, parmi d'autres concurrents par exemple, et juste le fait d'aller être honnête sur ta façon de fonctionner, toi comment tu fais, ce qui est important pour toi, tes limites, tes besoins, ce qui t'encourage, etc. Eh bien, ça va attirer des gens qui fonctionnent probablement comme toi et qui vont être contents de trouver un professionnel ou une professionnelle qui fonctionne de cette manière-là. Donc c'est un excellent moyen aussi d'attirer les clients que tu veux. Alors voilà, je t'ai expliqué ce que c'était que le slowpreneuriat et ce que ça n'est pas. Je t'ai expliqué comment c'était possible parce que c'est juste une question de paramètres et je viens de te donner 5 pistes concrètes pour commencer à mettre un pied dedans. Mais si jamais c'est un mode de travail qui te fait envie et que tu as envie d'y aller de manière beaucoup plus franche, voilà ce que je te propose. J'ai un programme qui s'appelle le programme Ma Slow Boîte et qui est typiquement pour toi. C'est un accompagnement 100% concret et 0% bullshit, ça je te fais la promesse parce que c'est vraiment pas mon truc, qui va faire du slowpreneuriat ta réalité en quelques mois. C'est un programme qui est en semi-autonomie avec une partie apprentissage et exercices que tu vas pouvoir faire à ton rythme au fil des mois et une communauté d'entraide sur la plateforme Discord sur laquelle les autres participants et moi-même allons t'aider dans ce cheminement. Alors tu vas y trouver quoi dans ce programme ? Tu vas y trouver 6 modules qui vont te permettre étape par étape, de manière
à la manière d'une feuille de route en fait, d'avancer dans le bon ordre vers le slowpreneuriat. Dans le premier module, tu vas tisser le fil rouge de ton business. Tu vas vraiment faire ce fil conducteur en recherchant ton pourquoi qui va te permettre d'être un super filtre et de différenciation déjà, et puis de prise de décision pour la suite. Dans le deuxième module, tu vas poser ton cadre. Tu vas poser clairement tes objectifs de vie, tes objectifs d'image, business, des objectifs atteignables sur lesquels tu vas pouvoir te baser. Et puis tu vas poser tes limites aussi. Tes limites qui sont si importantes parce que je t'ai parlé là d'en parler, mais il faut y réfléchir, il faut savoir aussi ce qu'il est bon de dire. Dans le troisième module, tu vas pouvoir travailler sur une dimension hyper essentielle quand on veut être slowpreneur, c'est déjà ton modèle d'affaires, le format, le tarif sous lequel tu fais ton métier, qui peut être hyper varié et ça joue beaucoup aussi sur le temps que tu y passes. Et après sur toute la partie comment vendre tout ça, même si tu n'aimes pas vendre. Moi je te rappelle que j'ai passé des années commerciales sans aimer vendre, j'ai réussi à le faire, je le fais toujours aujourd'hui, donc je suis pas là pour te donner des techniques de vente, je suis là pour t'aider à trouver comment convaincre des gens qui ont besoin de ce que tu fais de manière naturelle en fait. Dans le quatrième module, on va parler de slow communication, parce que ça c'est pareil, la communication c'est quelque chose sur lequel on peut passer beaucoup de temps, parfois en faisant des choses qui sont pas vraiment naturelles pour nous, et donc je te montre comment trouver tes leviers de communication, les bons messages au bon moment de manière ultra simple et adapté aussi à un travailleur ou une travailleuse indépendant et pas à une grosse entreprise, parce que souvent ce qu'on trouve c'est bien mais c'est pas forcément utile quand on est freelance. Dans le module 5, module hyper important, je te parle d'essentialisme et je t'apprends pas à pas à faire ce gros tri dans tes tâches, à relier tes tâches à tes objectifs pour gagner un temps monstre et pour être sûr que tout ce que tu vas faire dans ton business sert vraiment tes objectifs et ce que tu fais pour tes clients. Et puis le dernier module, même si ça peut sembler bizarre que ça paraisse à la fin, mais je t'assure que c'est là que c'est le plus pertinent, c'est sur l'organisation, pour t'organiser sans même t'en rendre compte. Et peut-être qu'aujourd'hui tu travailles trop et que tu te dis que c'est parce que tu es mal organisé. Eh bien tu verras dans ce module que quand on en arrive là, on se rend compte que l'organisation n'est pas vraiment le problème, mais dedans je t'apprends justement à faire en fonction de toi, en fonction de ton flow, et adapter toutes les techniques d'organisation que tu peux croiser à qui tu es. Ce programme Ma Slow Boîte, je l'ai conçu avec une pédagogie qui est faite pour avancer pour de vrai. C'est-à-dire que je ne suis pas là juste pour te vendre du rêve avec ce que j'ai accompli moi grâce au slowpreneuriat. Mon rôle, c'est de t'amener étape par étape à vivre la même chose. Donc par exemple, les modules vidéo que tu vas avoir dans la zone en apprentissage autonome, chaque chapitre te fait progresser. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'avoir terminé toute la formation pour pouvoir te dire « ça y est, j'ai progressé vers le slowpreneuriat ». Tu vas progresser au fur et à mesure. C'est ce qui va te permettre aussi de faire vraiment les choses à ton rythme, sans pression. Je vais te donner aussi dans cette partie-là des actions précises à réaliser avec un workbook ou alors au fil de ta vie professionnelle quand les situations vont se présenter. Tu vas voir dans ma façon d'enseigner, il y a beaucoup d'exemples concrets et j'aime beaucoup parler d'analogie comme tu as pu le voir dans cette masterclass avec ma comparaison sur le Bordeaux-Paris. Je m'assure toujours que les concepts soient clairs. Et puis dans tout ça, évidemment, tu vas aussi travailler sur ton mindset parce que le slowpreneuriat, c'est aujourd'hui quelque chose qui est encore à contre-courant et ça demande de déconstruire pas mal de choses. Donc le tout est ponctué de mindset et de travail là-dessus. Et puis comme je te disais, tu vas pas être seul dans cette démarche parce que dans le programme Ma Slow Boîte, tu as aussi accès à la communauté privée sur la plateforme Discord avec toutes les autres personnes qui se sont engagées dans ce programme. Et ça, c'est une ressource très très précieuse. Moi, bien entendu, je vais être là pour répondre à tes questions, mais tu vas voir qu'il y a aussi dedans plein d'autres profils variés de gens qui sont à différents stades, qui sont là pour t'aider, pour te donner leur témoignage, pour aussi te servir de partenaire sur certains exercices. C'est une communauté qui est hyper positive, de gens qui sont décidés à changer leur mode de fonctionnement et à trouver des solutions, même quand parfois ils ont l'impression que dans leur métier, il n'est pas possible de faire autrement que de suivre le mouvement général. Et ça, cette ressource, crois-moi, c'est un petit bijou. Donc pour résumer, le programme Ma Slow Boîte, c'est quoi ? C'est une vraie feuille de route pour devenir profondément slowpreneur.
et faire que trouver des clients, te faire connaître et t'organiser soient des moteurs de ta réussite au lieu d'être des choses qui vont te stresser et t'épuiser. Tu trouveras toutes les informations sur www.maslowboîte.com. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à m'en poser. Et puis en tout cas, je te remercie d'avoir suivi cette masterclass et j'espère pouvoir t'accompagner encore un bon moment sur le beau chemin du slowpreneuriat. À bientôt!